Il est vrai que lorsqu'on parle du partenariat, ça vous intéresse parce que ça renvoie à un partenariat win-win. Nous allons parler du partenariat du peuple, de la nature et du climat. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau la présidente du groupe Droits et Ressources de l'initiative de Droits et Ressources. Elle est également coordonnatrice. Elle s'appelle Solange Bandiaki. Elle est donc notre invitée. Nous la recevons juste après cette virgule qui consiste à parler d'elle dans ce portrait. Le portrait. Dr Solange Bandiaki Badji est la présidente et coordonnatrice de la Coalition mondiale de l'initiative pour les droits et ressources, en anglais RRI, dont le secrétariat est basé à Washington DC aux États-Unis d'Amérique. Pendant 10 ans, cette militante des droits de femmes a été directrice du programme Afrique de RRI et a dirigé son programme sur le genre pour la promotion des droits des femmes. Dr Solange Bandiaki Badji a occupé plusieurs postes au niveau international, parmi lesquels celui des directrices des programmes Afrique et Femmes, Paix, Sécurité des Partners Global, une organisation américaine membre du réseau mondial des partenaires qui œuvrent pour la paix, la justice et la sécurité dans le monde. Son expertise est aussi reconnue dans le domaine du genre et du changement climatique, où elle a laissé des empreintes dans le programme d'adaptation pour l'Afrique et les bureaux genre du PNUD à New York. Consultante internationale dans plusieurs agences des Nations Unies, Dr Solange Bandiaki est titulaire d'un doctorat d'État, PhD, en études sur les femmes et les genres à l'Université Clark, au Massachusetts de 2002 à 2008. Et sa thèse a porté sur le genre et la décentralisation des ressources naturelles au Sénégal, précisément dans la communauté rurale des Diakoloto, à la périphérie du parc des Niokolo, Koba et à Tambacounda. Sa contribution se signale aussi dans la publication de nombreuses recherches sur la gouvernance des ressources naturelles, la décentralisation, les réformes foncières et forestières et aussi dans la publication relative à la participation des femmes aux solutions climatiques et à la consolidation de la paix. Dr Solange Bandiaki Badji, bienvenue dans Écran Vert. Alors, Dr Solange, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Vous y êtes pour quelle raison? Voilà, je suis cette semaine à Kinshasa pour le lancement officiel du projet qui s'intitule Partenariat pour le peuple, le climat et la nature. Et c'est un partenariat entre mon organisation, qui est une coalition internationale qui s'appelle l'Initiative des droits et ressources, et plus connue sous le nom de RRI. Et nous allons mettre ce projet en partenariat avec le réseau des peuples autochtones du bassin du Congo, Repaleyak. Et dans la mise en œuvre de ce projet, ce qui est visé, c'est l'atteinte des objectifs du climat, les objectifs 30 de la conservation, mais aussi les objectifs de reconnaissance légale des droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales à travers le monde. Alors, je l'ai dit au début, vous parlez du partenariat pour le peuple et la nature et le climat. Est-ce que tout le monde peut comprendre comme moi un partenariat win-win? C'est un partenariat pour appuyer les organisations des peuples autochtones et des communautés locales. Et ce partenariat, nous, en tant que coalition RRI, notre rôle, c'est de pouvoir appuyer les organisations à la base. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, on va travailler avec nos collaborateurs sur le terrain, mais aussi avec les organisations membres de Repaleyak, qui sont des organisations de peuples autochtones. Et ce qui est innovant dans ce partenariat, c'est qu'on a eu un financement de la part du projet Bessos pour la terre. Et donc, on a eu 25 millions pour faire un travail dans le bassin du Congo et dans le bassin de l'Amazonie. Et ce qui est innovant dans ce projet, c'est que 70% des financements vont aller directement au niveau des organisations locales à la base, ce qui, le plus souvent, n'est pas le cas. Donc, c'est un partenariat où on croit que si on parle de gagnants, ce sera les peuples autochtones eux-mêmes parce qu'ils auront la sécurisation de leurs terres reconnues légalement. Ils auront aussi leurs activités de conservation qui vont être valorisées plus davantage au lieu de nous focaliser sur les aires protégées avec tout ce que ça comprend comme défi. Mais aussi, les organisations locales et autochtones vont bénéficier des capacités de renforcement. Donc tout cela, ça va contribuer vraiment à renforcer leurs capacités et les aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Alors, il est vrai que lorsqu'on parle des peuples, vous faites allusion également aux peuples autochtones pygmées. Pourquoi est-ce que vous les mettez en exergue? C'est de par leur expertise en matière de gestion des ressources naturelles. Les peuples autochtones sont une couche de la population très importante quand il s'agit de la lutte contre les changements climatiques et aussi de la conservation de la biodiversité et aussi en termes de reconnaissance de leurs droits. La majeure partie des terres, disons près de 80% des terres des forêts tropicales sont des terres qui appartiennent légitimement aux peuples autochtones et qu'elles ont eu à gérer et à conserver depuis des millénaires. Mais malheureusement, leurs efforts de conservation ne sont pas le plus souvent pris en compte dans les objectifs globaux, mondiaux, mais aussi dans les politiques au niveau national. Donc à travers ce projet, il est important de faire ressortir leur rôle de leadership qu'ils jouent dans la conservation. Mais aussi, les recherches ont montré que les zones forestières, qui sont des zones habitées par les peuples autochtones, sont les zones où il y a une plus grande conservation de la biodiversité et il y a aussi un plus grand stockage de carbone. Et donc ça, on s'est dit qu'il est important dans toutes les politiques sur le climat, dans toutes les politiques aussi bien nationales qu'internationales sur la gestion de la biodiversité, qu'on puisse prendre en compte ces peuples autochtones qui jouent un rôle très important. Alors, il est vrai que le peuple autochtone joue un rôle très important dans la conservation, vous l'avez dit, mais nous savons également que leur mode de vie est quand même décrié parce que c'est le nomadisme. Or, pour arriver à jouer aussi un rôle important dans la conservation de la nature, cela demande à ce que vous puissiez être sédentaire. Or, qui dit stabilisation renvoie quand même à une question des terres. Est-ce que ces populations autochtones pygmées aujourd'hui ont des terres qu'il faut? Je crois que tout revient à la nécessité de faire des réformes, aussi bien sur le foncier que les réformes forestières. Parce que comme vous l'avez si bien dit, leur mode de vie, c'est-à-dire leurs droits, ne sont pas pris en compte parce qu'on ne prend pas en compte leur manière de vivre. Et c'est à eux de déterminer comment est-ce qu'ils veulent vivre et comment aussi leurs droits doivent être pris en compte dans les nouvelles lois et politiques. Donc je crois que c'est très important qu'on prenne en compte leur mode de vie. Parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des peuples mobiles qui bougent. Donc pourquoi ne pas prendre en compte leur mode de vie et les laisser bénéficier de la nature parce que leur mode de vie, leurs moyens de subsistance dépendent de la nature. Donc il est important qu'on puisse prendre en compte leur mode traditionnel de gestion des terres et des ressources, mais aussi leur mode de vie traditionnel. Alors vous avez parlé du bassin du Congo, il est vrai que vous vous intéressez au bassin du Congo. Pourquoi seulement 3 pays du bassin du Congo lorsqu'on parle de ce projet? Le bassin du Congo est important dans le sens que, après le bassin de l'Amazonie, c'est la zone la plus forestière au monde. Donc c'est une zone très importante quand il s'agit de conservation de la biodiversité, mais aussi de la lutte contre les changements climatiques. Et quand on prend la RDC, le Gabon et la République du Congo, la majeure partie des forêts tropicales du bassin du Congo se trouve dans ces pays. Et la RDC, par exemple, représente 70% des terres forestières tropicales du bassin du Congo. Donc ce choix se justifie. Et vous pouvez nous parler de ce projet, savoir quelles sont les zones qui seront donc couvertes par ce projet en République démocratique du Congo et le projet prendra combien de temps? Voilà, cette semaine, on est là en réunion de planification parce qu'on s'est dit que c'est aux organisations locales à la base, aux peuples autochtones, de déterminer là où se trouvent les opportunités pour atteindre les objectifs du projet. Nous, on ne peut pas être basé à Washington et définir la stratégie. Et notre approche dans la coalition RRI, c'est, comme on dit en anglais, le bottom-up, l'approche du bas où on travaille directement avec les communautés, on les aide à identifier les opportunités et elles définissent les stratégies. Et nous, notre rôle, c'est de voir comment les faciliter pour mettre cela en œuvre. Donc nous espérons qu'à la fin de cet atelier, on aura des informations sur les zones dans lesquelles on pourra faire le projet. Mais on se dit que ce sera dans les zones où il y a des communautés locales et des peuples autochtones. Et c'est à elles de déterminer là où elles croient que le projet doit intervenir. Place à l'éco-découverte. Éco-découverte.
L'arbre de l'authenticité, un lieu de conservation de l'histoire de la forêt tropicale de Yangambi dans la province de l'Achopo. Situé en pleine forêt, l'arbre de l'authenticité est le plus vieux arbre de plus de 3 siècles, mais qui vit encore. Mythique soit-il, il renferme une histoire exceptionnelle et continue à accueillir plusieurs personnalités du monde. Dans son répertoire, l'on peut citer le roi Léopold II, qui passait se reposer lors de ses visites dans la station de la réserve de Yangambi. En 2022, l'on pouvait aussi compter sur la visite de F. Bazaïba sur ces sites mythiques. Avec une hauteur de 45 mètres et 9 mètres de diamètre, l'arbre de l'authenticité représente un symbole de la conservation et la valorisation des forêts tropicales de la République démocratique du Congo dans ce coin du pays. Alors, nous savons qu'il y a le Gabon, il y a le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo qui sont concernés par ce projet. Est-ce que tous ces pays présentent les mêmes défis ou les défis varient selon les spécificités? Les défis sont très contextuels et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a les facteurs politiques, il y a aussi les facteurs de la société civile. Comment est-ce que la société civile est organisée pour pousser par rapport aux réformes, mais aussi en termes de sécurisation, les opportunités qui existent sur le terrain. Et je prends un exemple en termes de réformes. La RDC est très en avance sur la République du Congo, Brazza, et aussi sur le Gabon en termes de réformes. Par exemple, la RDC vient juste d'adopter sa politique foncière qui est très innovante en termes de reconnaissance des droits des communautés locales et des peuples autochtones, mais aussi la reconnaissance des droits des femmes. Et en ce moment, la RDC est en train de développer sa loi foncière. En même temps aussi, il y a d'autres réformes qui sont en cours. La réforme de l'aménagement du territoire, il y a la loi sur les peuples autochtones qui est au Parlement et au Sénat et qui, on croit, va être votée et adoptée très bientôt. Donc tout cela, ce sont des innovations majeures qui sont là. Au niveau de la République du Congo-Brazzaville, il y a aussi une opportunité avec la foresterie communautaire. Il y a une bonne loi qui est là-bas. Maintenant, c'est comment s'assurer de la mise en œuvre de cette loi sur la foresterie communautaire. Au Gabon, il y a des opportunités qui sont là, mais il faudrait voir aussi comment les aider à arriver à un moment où ils auront des lois progressistes, mais aussi que les acteurs à la base, qu'on puisse renforcer leurs capacités. Donc les niveaux diffèrent, mais se complètent. Et je crois que c'est ça aussi qui est l'avantage de ce projet. Ça va permettre aussi des échanges de partenariats où les pays peuvent apprendre les uns des autres. Partage d'expérience. Alors vous avez parlé de la femme, j'aimerais quand même vous poser une question. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la tenure foncière, la femme est-elle ouvrière ou leader? La femme africaine, la femme autochtone, la femme locale joue un rôle très important dans la gestion des ressources naturelles, un rôle de gestion durable. Elle joue un rôle très important dans la conservation. Mais on se rend compte que dans les politiques des pays, leur rôle n'est pas mis en exergue dans ces politiques. Elle ne participe pas dans l'élaboration des politiques, ou bien si elle participe, c'est vraiment une participation très faible. Donc dans le cadre de ce projet, on a une stratégie qui vise plusieurs niveaux. Nous assurer que la femme autochtone et locale fait partie des processus de prise de décision. Nous assurer que le rôle de leadership de ces femmes sont pris en compte dans les projets et qu'elles puissent bénéficier directement des financements. Nous voulons aussi nous assurer qu'on puisse mettre en exergue leur rôle dans la lutte contre les changements climatiques et que leurs droits de propriété foncière soient reconnus dans les nouvelles lois et politiques. Donc tout ça, c'est un combat qui a commencé et qui commence à porter des fruits, mais il y a du chemin. Donc on espère qu'avec ce projet, on pourra travailler davantage avec les femmes leaders autochtones et locales pour les aider à mettre en exergue le travail qu'elles ont déjà entamé et qu'elles font très bien. Il est vrai qu'il y a pas mal de défis. Lorsque nous parlons par exemple du bassin du Congo, nous savons qu'il y a la demande grandissante des terres, il y a l'exploitation des ressources forestières et également la demande en énergie. Comment pensez-vous concilier votre démarche à tout ce que nous rencontrons comme problème ou défi? Comme vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de défis par rapport à la sécurisation foncière des terres des peuples autochtones et des communautés locales. Il y a l'accaparement des terres à grande échelle qui se fait pour l'agrobusiness ou bien pour des plantations, mais aussi il y a les mines qui sont là. Donc il y a beaucoup de défis qui sont là pour les communautés. Et on se dit que
Le préalable pour gérer ces défis, c'est la reconnaissance légale des terres des peuples autochtones et des communautés locales. Parce que quand on est propriétaire d'une terre, il n'est pas facile à un concessionnaire de venir et de prendre cette terre. Et quand c'est une terre collective, où c'est toute une communauté qui a la propriété de cette terre, ça devient encore plus difficile pour une aliénation ou bien de vendre la terre. Donc on veut s'appesantir d'abord sur cette reconnaissance légale et ça va donner un poids aux communautés et aussi le fait que quiconque vient doit pouvoir négocier avec les communautés. Mais malheureusement, quand leurs droits ne sont pas reconnus, donc c'est à la merci des concessions et de l'accaparement des terres. Alors, on a toujours dit que l'ignorance tue. Est-ce qu'on peut comprendre que ces communautés aujourd'hui ont des capacités qu'il faut pour être à même de se prendre en charge et de négocier, savoir défendre leurs droits comme il se doit? Je crois qu'il y a un besoin aussi en termes de renforcement de capacité. Voilà, et je crois qu'il est tout d'abord important de se départir de cette conception primitive des peuples autochtones. Comme vous le voyez bien, il y a beaucoup d'organisations de peuples autochtones. Si on prend Repalayak, qui est un réseau sous-régional de peuples autochtones du bassin du Congo, un très grand réseau qui est très mobilisé et qui intervient au niveau des pays, au niveau régional et au niveau international. Donc vous voyez que les peuples autochtones ne sont plus seulement au niveau des forêts. Bien sûr, c'est leurs terres qui les appartiennent, mais ce peuple participe aux prises de décision au niveau local, national et international. Donc ils sont là et elles sont leur porte-parole, leur propre porte-parole. Elles parlent de leurs problèmes. Bien sûr, il y a une participation faible et c'est ce qui fait que notre rôle, par exemple, en tant que coalition RRI, c'est de voir comment favoriser leur participation. Mais je voulais dire que le plus souvent, on parle de renforcement de capacités des peuples autochtones. Et ce peuple a déjà les capacités. Il suffit seulement de les exposer et aussi de s'assurer que ce peuple fait partie des prises de décision. Mais les capacités sont déjà là et c'est juste l'exposition qui manque. Les capacités sont déjà là, il faut les capitaliser, il faut également les démontrer. On va prendre éco-créativité. Éco-créativité. Les femmes de la forêt, les femmes autochtones, reconnues pour leur expertise dans la gestion des ressources naturelles, ont eu droit aux échanges multilatéraux sur la valorisation de leur expertise. Du haut de la tribune, Régime Boyo a martelé sur la reconnaissance de leur rôle dans la protection de ces ressources vitales. Aujourd'hui, je viens vous dire qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut agir. Et agir ici et maintenant. Nous sommes dans une crise climatique dont le contrôle est sur le point de nous échapper. Il y a certes des solutions innovantes à explorer. Il y a aussi des solutions évidentes qui sont en face de vous et à votre portée. Je vous parle aujourd'hui main dans la main, avec mes frères et sœurs autochtones à travers le monde. Nous sommes les peuples des forêts et ensemble nous constituons cette solution évidente pour stopper la déforestation. Une solution pour le climat, une solution pour la protection de la forêt. Glasgow, une des rencontres importantes qui a permis à tous les autochtones des différents bassins forestiers de partager leur expérience et aussi à l'unanimité d'exiger la valorisation de leur savoir endogène, très bénéfique pour la gestion des ressources naturelles. Alors il est vrai que vous parlez du bassin du Congo. Le bassin du Congo a beaucoup à donner. Le bassin de l'Amazonie également. Alors vous travaillez dans les deux bassins. S'il faut nous faire une étude comparative, qu'est-ce que ça donne tout de suite? Y a-t-il des similarités ou Voilà. Tout d'abord, par rapport aux peuples autochtones, je crois qu'il n'y a pas les peuples autochtones de l'Amazonie ou les peuples autochtones du bassin du Congo. On se rend compte que ce sont des peuples qui ont le même attachement à la terre, le même attachement aux forêts, qui croient en leurs valeurs traditionnelles, locales. Et j'ai beaucoup voyagé dans le monde, en Asie, en Amérique latine, et je vois les mêmes principes de gestion et les mêmes liens sacrés avec la forêt et la terre. Donc ça, c'est une similarité qui est là. Et ce qui fait que leur combat maintenant, on voit que c'est des combats conjoints, communs qu'ils font. Et en termes de reconnaissance des droits fonciers, le bassin de l'Amazonie et l'Amérique latine en général est très en avance par rapport à l'Afrique. Et cela est dû au fait que le mouvement social des peuples autochtones en Amérique latine, ça a daté de plusieurs décennies.
Et donc, ils se sont battus pour arriver à un niveau de reconnaissance qui a évolué, beaucoup évolué. Bien sûr qu'il reste à faire, mais si on le compare au bassin du Congo quand même, et de l'Afrique en général, il y a beaucoup à faire en termes de reconnaissance légale des droits. Partenariat pour le peuple, la nature et le climat, on peut comprendre que c'est une première expérience dans ce sens? Pas une première en tant que telle, parce que RRI, par exemple, dans le bassin du Congo et particulièrement en RDC, on travaille ici depuis 2009. Donc il est en trilogie, donc il mène à rester trilogie, c'est-à-dire le peuple, la nature et le climat. Voilà, c'est qu'il est important de mettre ces trois aspects en commun. Parce que le plus souvent, on voit que quand on parle de conservation, les questions de droit ne sont pas prises en compte comme il le faut. Quand on parle de climat aussi, les questions de droit ne sont pas prises en compte. Et le peuple, sans la reconnaissance des droits, on n'atteindra pas les objectifs du climat. Sans la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés locales, on n'atteindra pas les objectifs de conservation. Il faut allier les trois. Il faut mettre les peuples, les communautés au cœur de la conservation et au cœur de la lutte contre les changements climatiques. Et c'est ça, cette innovation de ce partenariat. Et quand est-ce qu'on pourra s'attendre aux premiers résultats? On peut attendre plus ou moins combien de temps pour commencer à espérer Et je crois que les résultats ne vont pas tarder du fait que ce sont les populations, les organisations à la base qui vont mettre en œuvre le projet. Et donc ce sont des gens qui sont déjà sur le terrain, qui ont une maîtrise du concept, qui sont concernés même par rapport à cet objectif. Ce n'est pas des organisations internationales qui vont venir pour essayer de comprendre le contexte, non. On change, on donne le financement directement à ces organisations à la base. Et je vous assure que c'est ça qui va montrer que voilà, si on met l'argent directement à la base, on le donne à la base et on se base sur les réalités locales, il serait plus facile d'avoir des résultats que si on est dans des capitales, on est dans des hôtels ou bien on est en Europe ou à Washington DC, on développe des stratégies qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Il est vrai qu'il sera difficile de mener des actions sans financement. Pouvons-nous connaître le paquet que vous disponibilisez pour atteindre les résultats ou pour mettre en exergue ces... On a eu un financement du fonds Bezos pour la Terre, un financement de 25 millions de dollars et 15 millions sont dédiés au bassin de l'Amazonie et 10 millions pour le bassin du Congo et pour une durée de 2022 à 2025. Donc on a 4 ans pour mettre en œuvre ce projet et il y a différents volets dans ce projet. Il y a la sécurisation foncière, il y a le renforcement des capacités, il y a les aspects de conservation, mais il y a aussi des analyses qu'on voudrait développer pour montrer comment les peuples autochtones contribuent à l'atteinte des objectifs du climat et de la conservation. Alors pourquoi 15 millions dans l'Amazonie et 10 millions dans le bassin du Congo? C'est le bailleur qui a décidé de cela, mais aussi au niveau du bassin de l'Amazonie, on intervient dans 4 pays, alors qu'ici au bassin du Congo, on intervient dans 3 pays. Mais ce qu'il y a à retenir dans ce financement, c'est que 70% de ces financements vont aller directement au niveau des organisations locales et communautaires. Ce qui est une innovation par rapport à beaucoup de financements où on voit que 60% du budget reste dans l'organisation qui gère ce budget parce qu'il faut payer l'administration, les questions administratives, il faut gérer les salaires, ainsi de suite. Mais on s'est dit que 70% du budget va aller pour soutenir les activités à la base. Alors, à vous entendre parler, vous avez participé et vous continuez à participer aux discussions entre différentes délégations. Y a-t-il pas un besoin pressant qui vous pousserait peut-être dans les tout prochains jours à étendre votre champ d'action, c'est-à-dire qui était par exemple de 3 à 6 pays, pourquoi pas tous les pays qui font partie du bassin du Congo? Tout à fait. Et on prend ces 3 pays comme des projets pilotes. Parce qu'aussi, on voudrait voir comment notre approche évolue. Quelles sont les leçons apprises? Et je crois qu'avec 3 pays pendant 4 ans, on pourra avoir des résultats. On pourra aussi développer beaucoup de leçons qui pourront servir à d'autres pays. Le Cameroun est là où aussi il y a des opportunités où on peut faire le même travail. Il y a Centrafrique, bien sûr, il y a le conflit qui est là-bas, mais on se dit que dans les années à venir, on pourra bien étendre dans les autres pays du bassin du Congo. Pourquoi pas? Vous êtes habitué de ce magazine Écran Vert, place au concept vert. Concept vert. La biosphère
est la partie de notre planète où la vie s'est développée, une couche superficielle très mince qui comprend l'hydrosphère, la couche la plus basse de l'atmosphère et la lithosphère, le sens donné par les écologistes. Alors, vous parlez des populations autochtones pygmées. On comprend que vous collaborez très bien avec les populations autochtones pygmées. Est-ce que nous pouvons connaître votre degré de collaboration avec le gouvernement? Parce que ces pareils projets nécessitent quand même l'accompagnement des autorités. Tout à fait, tout à fait. Notre partenariat est multipartite. Et c'est comme ça qu'on travaille à RRI. On se dit qu'il est important de travailler, de s'engager avec le gouvernement. Et ici en RDC, ça fait plaisir de voir par exemple les secrétaires généraux du ministère de l'aménagement du territoire, du ministère de la forêt et aussi du ministère des affaires foncières qui sont très impliqués dans ce partenariat et dans cet atelier et qui sont là pour donner des orientations et aussi travailler ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les lois pour favoriser la mise en œuvre sur le terrain? Je crois que c'est quelque chose qui est à saluer ici au niveau de la RDC. Le partenariat avec les peuples autochtones, ce sont les organisations à la base. On ne peut pas venir dans un pays faire un travail sans pour autant les associer et aussi les mettre en avant, les laisser faire le travail sur le terrain et aussi les appuyer, renforcer leurs capacités pour les aider à mieux faire. Donc on se dit que ce partenariat entre l'État, les peuples autochtones et les communautés locales, mais aussi avec le secteur privé, parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de défis dans ce sens. Mais si on n'engage pas le secteur privé, on ne pourra pas atteindre. Et aussi, il est important qu'on puisse montrer au secteur privé que si on ne sécurise pas les droits fonciers des communautés locales et des peuples autochtones, leurs investissements sont à risque. Et des recherches ont démontré que quand les droits ne sont pas sécurisés, il y a des risques dans le financement et ça peut être voué à l'échec. On comprend que ça roule bien jusqu'ici et vous n'avez pas encore trouvé d'obstacle. On vient de démarrer le lancement officiel du projet. On est en train de planifier avec les acteurs à la base. Et comme je l'ai dit, on a déjà la volonté politique. Les secrétaires généraux des ministères sont là, présents dans la salle. Il y a même la foresterie communautaire aussi, au niveau de l'administration, qui sont là. Donc ça, c'est encourageant pour nous dire qu'on est en train de commencer sur de bonnes bases. Et on espère que ce partenariat va continuer. On espère que l'élan soit maintenu. Partenariat pour le peuple, la nature et le climat, c'est donc la thématique que nous avons décortiquée ensemble avec vous. Y a-t-il un aspect des choses que nous n'avons pas pu aborder durant notre entretien qui aimerait bien être connu par le grand public qui nous suit en ce moment? Voilà, pour ajouter qu'au niveau des RRI, on vient juste de faire le lancement officiel aussi d'un nouveau programme qui est un fonds mondial pour les droits fonciers et aussi pour le climat et pour que les populations puissent avoir leurs droits reconnus et aussi avoir accès au financement. Et cette nouvelle initiative va au-delà du bassin du Congo ou bien du bassin de l'Amazonie. On va toucher tous les pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour soutenir la reconnaissance des droits des communautés locales et des peuples autochtones. Donc cette initiative, c'est pour mettre à l'échelle aussi bien l'accès au financement, mais aussi la reconnaissance des droits. Donc ça aussi, tout ce qu'on fera dans le cadre de ce projet au niveau du bassin du Congo va contribuer à renforcer cette initiative qui va. Alors je vais terminer par cette question. Le Gabon, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville sont là les trois pays qui nous servent auprès d'exemple et qui bénéficient de ce projet pilote. C'était quoi les critères de sélection qui a concouru à ces trois pays? Parce que vous pouviez aussi opter pour le Cameroun, vous pouvez aussi opter pour la République centrafricaine, ainsi de suite. Tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est le bailleur de fonds qui a décidé par rapport à ces trois pays. Mais la raison qu'il donne, c'est que c'est des pays pilotes, où il y a des opportunités qui sont là et si on se base sur ces opportunités, on pourra avoir des résultats, développer des leçons et l'étendre dans d'autres pays. Donc bien sûr, on espère que même peut-être d'ici avant la fin du projet, qu'on puisse commencer à voir quels sont les autres pays dans le bassin du Congo où on pourrait intervenir. Et donc ça fait partie de la vision. Merci beaucoup, Dr Solange. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci. À très bientôt. Okay. Mon idée pour la planète.